Alors, ça n'a pas fait les gros titres de la presse, en dehors de certains quotidiens économiques. Mais la Commission européenne a ouvert hier une procédure pour déficit excessif contre la France après le dérapage de nos comptes publics sur plusieurs mois. Bonjour Jean-Marc. Ouais. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. C'est vrai qu'on entend, c'est intéressant parce que ça vient s'entrechoquer, cette information-là, avec beaucoup de promesses dans cette campagne de baisse de taxes, de hausse de salaire, de plus de dépenses publiques. Mais la réalité, c'est que, et la Commission nous le rappelle, nos comptes sont excessivement dégradés. Et le risque, et personne n'en parle, et c'est bien qu'on en parle ensemble, c'est que beaucoup de promesses qui sont faites aujourd'hui risquent de ne pas être tenues post-7 juillet. Oui, donc la France a été mise en procédure pour déficit excessif, hein, avec d'autres pays de l'Union européenne. Elle n'est pas la seule. Il y a aussi l'Italie, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et Malte. La cause de tout ça, c'est un déficit public qui a été trop important. L'an dernier, il a été de 5,5% du PIB. Il y a un engagement qui est gravé dans le marbre constitutionnel des traités européens d'avoir un déficit limité à 3%, sauf circonstances exceptionnelles. Et donc, il va falloir revenir dans les clous. C'est ce que dit la Commission européenne avec cette procédure, hein, qui entraîne la mise en route d'un processus par lequel la Commission va proposer un cadre général. Les gouvernements nationaux vont ensuite répondre. À l'automne, ils devront avoir un plan précis pour permettre d'atteindre des objectifs chiffrés. Et ensuite, il va y avoir encore des allers-retours entre la Commission et ces pays. La France est donc pris dans ce dispositif. C'est normal. La France ne fait pas d'efforts budgétaires comme les autres, alors qu'on est dans une union monétaire et que ça impose de respecter des règles communes. Je rappelle qu'en 2019, hein, avant le Covid, la France était le pays qui avait le déficit le plus élevé de tous les pays de la zone euro. Et donc, c'est pas un problème qui est nouveau, c'est un problème qui est ancien. Et donc, il va falloir faire quelque chose. Et encore une fois, c'est ce que dit la Commission. Et Oui. évidemment, ça cogne complètement avec la campagne électorale que nous avons aujourd'hui, où, au contraire, on ne promet que des dépenses. J'exagère un peu, il y a aussi des promesses d'impôts, mais l'accent est clairement mis sur les dépenses ou sur les baisses d'impôts ou de cotisations sociales, c'est-à-dire exactement dans l'autre sens. Il y a un contraste majeur entre le climat de la campagne et ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs va nous rattraper dès le 8 juillet. Et c'est ça la vraie question. Comment ça va se passer à ce moment-là? Oui, mais en quoi, pardon, certains peuvent se poser la question, en quoi la Commission européenne peut nous contraindre la France à ne pas laisser filer encore plus les déficits publics et à tenir ses promesses de nouvelles dépenses publiques ou de baisse d'impôts? Alors, il y a des règles, hein, qui ont été fixées par tout le monde, y compris la France, qui fixe donc ce cadre général, hein. Il faut tendre vers les 3%. Il y a même un rythme qui est fixé, qui est de réduire le déficit public de 0,5% du PIB par an. C'est tout à fait significatif. Face à ça, il y a des sanctions qui peuvent être des sanctions financières qui seraient à ce moment-là prélevées sur l'argent que verse la Commission européenne à la France au titre du plan Next Gen EU ou bien au titre d'autres plans européens. Et donc, à ce moment-là, Mais on la peut France imaginer. recevrait Ouais. moins d'argent. Mais avant d'en arriver là, ce qui va se passer, c'est un bras de fer très puissant. Alors, c'est pas nouveau, mais il y en a déjà eu, mais un bras de fer très puissant entre la France et ses partenaires européens. On peut imaginer ce bras de fer plus facilement si c'est le nouveau Front populaire ou le RN qui a une majorité, qui ira au bras de fer. Bah, et clairement, ils l'ont dit l'un et l'autre, hein. Donc le RN a longtemps été sur une ligne de sortie de l'Union européenne. Là, ça n'est plus le cas, mais les conditions qui sont posées sont telles que ça correspondrait, hein, pour de nombreux analystes, à un Frexit de fait, même si les responsables du Rassemblement national se défendent d'être sur cette ligne. Mais quand vous regardez les conséquences concrètes de ce qu'ils proposent, on voit pas comment ça peut se faire avec une France dans le cadre de l'Union européenne. Et du côté du nouveau Front populaire, il a été dit de manière tout à fait claire qu'il faudrait suspendre certaines règles européennes. Donc le bras de fer, de ces deux côtés-là, en tout cas, il est clairement annoncé par les uns et les autres.
Et ce bras de fer, qui peut le gagner? Parce que, en fonction de ça, on se dit, parce que en fait, quelque part, on se dit que quelle que soit la majorité qui sortira ou pas des élections, on aura droit à une cure d'austérité qui sera inévitable ou des mesures d'économie. Moi, c'est ma grosse crainte, hein. On a une campagne qui se déroule dans l'irréalité budgétaire la plus complète et les Français y croient, hein. Le lendemain des élections européennes et de l'annonce de la dissolution, il y a le standard d'une radio qui est assez populaire qui a explosé avec ses auditeurs qui exultaient, qui disaient c'est super, on va avoir la retraite à 60 ans, on va avoir une baisse massive du prix de l'essence et nos salaires vont augmenter de 10% parce qu'il va y avoir une baisse des cotisations sociales. Pour eux, c'était comme si c'était fait. Quand vous regardez l'ensemble des programmes, hein, y compris celui du parti qui était au pouvoir jusqu'à l'annonce de la dissolution, il y a des promesses partout. Et ces promesses ne pourront pas être tenues, sauf énorme surprise budgétaire. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait trouver l'argent. Et donc la déception va être énorme, quel que soit le parti qui gagne l'élection. Et c'est l'ensemble de la politique qui risque d'être encore plus décrédibilisé après cet épisode. Sauf s'il y a un passage en force, dans le cadre de ce bras de fer entre RN et ou Nouveau Front Populaire, et s'ils l'emportent, s'ils ont une majorité, encore une fois, rien n'est écrit, et la Commission européenne et Bruxelles. Oui, mais il y a un moment où il faudra de l'argent. Si le RN veut mettre à exécution ses projets, si le nouveau Front populaire est en mesure de mettre à exécution ses projets, on va très très vite buter sur une contrainte budgétaire majeure. Et si la France était toute seule, elle pourrait imprimer de la monnaie. Elle l'a déjà fait, ça a très très mal tourné, hein. Je rappelle que la dernière fois qu'on a fait ça à grande échelle, c'était sous la Révolution, ça a très mal tourné. C'était assez catastrophique. Mais quand on est dans une union monétaire, de toute façon, la question ne se pose pas. Et donc, la contrainte budgétaire va venir très, très vite. Elle peut venir sous différentes formes, hein. Le plus probable, c'est que la France aurait, dans ce cas-là, hein, énormément de mal à emprunter de l'argent. C'est pas le Et cas donc, les aujourd'hui, taux il faut le dire. d'intérêt, Il faut le dire, Jean-Marc, aujourd'hui, c'est pas le cas. La France emprunte facilement, oui, toujours au même niveau de taux d'intérêt. Il n'y a oui, pas de panique oui, pour oui, pour l'instant. l'instant, il n'y a pas de problème, mais on est dans un régime que les économistes appellent à équilibre multiple, hein. On peut passer très très vite d'un équilibre à l'autre. C'est ce qu'on a vu avec la Grèce, hein. La Grèce finançait très très bien jusqu'en fin 2009. On disait, oups, notre déficit est 2 fois plus important que prévu, excusez-nous, on n'avait pas vu le truc. Et à ce moment-là, on est passé d'un équilibre où la Grèce se finançait sans problème à un équilibre où la Grèce ne pouvait plus se financer du tout. Alors, je ne dis pas que c'est ce scénario-là qui pourrait se passer pour la France, mais on peut passer très vite d'un système où le pays se finance sans aucune difficulté à un pays où ça devient brutalement beaucoup plus difficile ou beaucoup plus coûteux. Et c'est ça qui pourrait se passer si les projets de dérive budgétaire étaient menés, alors que déjà la France est en dérive budgétaire. C'est pas comme si on allait très bien jusqu'à présent sur les finances publiques. Quand vous faites des éléments de comparaison avec nos voisins, on a une dette publique qui a beaucoup plus augmenté que les autres quand on la regarde sur 20 ou 30 ans. On a des prélèvements obligatoires, hein, des impôts, des cotisations sociales, qui sont aussi parmi les plus élevés de l'Union européenne. On a l'un des déficits les plus élevés de l'Union européenne. Et quand on regarde encore en tendance longue, hein, la position de la France sur la plupart de ces indicateurs se dégrade. Donc la tension budgétaire, elle est déjà là. Pour l'instant, elle n'a pas eu de conséquences graves, mais encore une fois, on peut basculer très vite d'un système où ça va bien ou à peu près bien. Et si vous regardez l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, alors il reste infime, mais il est moins infime qu'il n'était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, voilà, il y a déjà même des toutes petites tensions qui pourraient devenir, en cas de projet, enfin de politique qui serait sensiblement différente, qui pourrait très vite déboucher sur des tensions qui seraient à ce moment-là beaucoup plus dramatiques pour le pays. Patrick Martin, le patron du MEDEF, dans le Figaro aujourd'hui, dit que les programmes du RN et du Nouveau Front populaire sont dangereux pour l'économie. Est-ce qu'il a raison de le dire, de prendre parti? Est-ce que sa voix peut être entendue? Alors ça, c'est une excellente question. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne suis pas sûr que le fait que la classe patronale s'exprime contre des camps incite les Français à voter contre ces camps. Il y a une image de l'entreprise, une image des chefs des grandes entreprises en France qui est extrêmement dégradée.
Donc il n'est pas sûr que ça soit très efficace. Je comprends la volonté de ces chefs d'entreprise d'exprimer leur malaise face à des mesures extrémistes dont ils savent qu'elles mettraient leur entreprise en difficulté. Moi, je pense à toutes les petites entreprises du bâtiment. Si demain, on a une augmentation du SMIC de 14%, parce que c'est ce que propose le nouveau Front populaire, à 14%, c'est 2 fois plus que l'augmentation qu'il y avait eu en 1980, après l'élection de François Mitterrand. Toutes ces petites entreprises du bâtiment vont se retrouver dans des situations extrêmement compliquées, parce qu'elles ont déjà négocié leur contrat de vente, et elles vont se retrouver avec des coûts qui vont exploser brutalement. Donc, bon, les chefs d'entreprise n'ont pas envie de ces politiques-là parce qu'elles savent qu'elles remettraient en péril leur entreprise. Et ils sont d'ailleurs très discrets sur un sujet qui pourrait les mettre en péril aussi, qui est un arrêt brutal de l'immigration. Donc, ils veulent exprimer leur point de vue, mais sur un plan politique, ça n'est pas sûr du tout que c'est l'effet que c'est cette prise de position qui est solidement fondée, qui peut aussi se fonder sur des valeurs, puisse avoir des effets positifs ou puisse aller dans le sens que ces chefs d'entreprise souhaitent. Le patron du MEDEF qui affirme qu'il y a déjà des effets négatifs puisque certains chefs d'entreprise ont d'ores et déjà, dit-il, suspendu des décisions d'investissement, des embauches par peur du 7 juillet, de l'après 7 juillet notamment, d'une France qui serait ingouvernable. C'est un avant-goût de ce qui nous attend peut-être? Et oui, vous savez, il y a quelques semaines, il y a un certain nombre de chefs de grandes entreprises étrangères qui sont venus à un sommet en France qui s'appelait Choose France. Le lendemain de l'annonce de la dissolution, ce Choose France s'est transformé en Freeze France. Il y a un certain nombre de ces chefs d'entreprise, pas eux forcément, mais leurs collaborateurs, qui ont appelé en disant finalement, on va suspendre, on est toujours très content de notre projet d'investissement en France, mais on va attendre de voir ce qui se passe. Et clairement, là aussi, ça peut aller très vite. Bon, et après, on finit là-dessus, mais semble-t-il, j'ai eu le sentiment que le RN avait allégé un petit peu ses promesses économiques à court terme. J'ai vu que beaucoup de choses étaient repoussées à plus tard. Il restait surtout la baisse de la TVA sur l'énergie, gaz, électricité, carburant, qui bute d'ailleurs sur des contraintes européennes, soit dit en passant. C'est pas aussi simple que ça, au-delà du coût que cela a pour les finances publiques. Pour l'instant, court terme de suppression des cotisations sur les hausses de salaire, plus de baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Ils cherchent à faire preuve, en apparence en tout cas au moins, le RN, de sérieux budgétaire. Ils se rendent compte qu'ils pourraient accéder au pouvoir, et s'ils accèdent au pouvoir avec un programme comme ça, ils vont exploser en 48 heures. Et donc, ils le savent, ils en sont conscients, et donc ils rétropédalent sur toute une série de dossiers, effectivement la retraite, effectivement les cotisations sociales. Non, à l'automne. Mais Ils ont dit à l'automne en fonction d'un audit sur les comptes publics. Oui, ça veut dire on aura le temps de voir. Mais ils ont créé des attentes très fortes il y a 2 ans. Et ces attentes, elles sont dans la tête de beaucoup de Français qui ont voté Rassemblement national le 9 juin. Et donc, vous pouvez rétropédaler en 15 jours, mais c'est même très difficile quand vous avez promis la Lune aux Français de dire non, finalement, on va peut-être se contenter d'envoyer une fusée à 2 km en l'air. La Lune, ça sera pour dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je crois c'est la position du Rassemblement national aujourd'hui est logique. Le problème, c'est qu'elle est absolument pas cohérente. On n'a pas un programme clair. On ne sait pas dans quelle logique ça s'inspirerait. Si on regarde s'il y a 2 ans et ce qu'il y a aujourd'hui, visiblement, c'est déjà très différent. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, on ne sait pas très bien. Donc, le fait de rétro-pédaler, ça permet aussi d'espérer que les électeurs vont voter en fonction de ce qu'ils ont entendu avant. Voilà, donc on va être de toute façon dans un jeu qui sera très compliqué. Alors il faut attendre, on a encore quelques jours, peut-être qu'on aura un programme plus précis, mais qui sera à ce moment-là beaucoup moins emballant pour un certain nombre de Français. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste économique aux Échos. Merci Jean-Marc. Salut. Merci, au revoir.